Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission CSV. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît. Comment vas-tu? Salut, ça va bien et toi? Merci, je vais très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de lead recycling avec toi. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ton parcours? Euh, donc moi c'est Benoît. J'ai commencé la vente en 2011 dans mon premier job. Je suis un peu tombé dedans par hasard. J'avais un master en ressources humaines et un master en ingénieur de gestion. Je suis directement tombé dans la vente. Je suis rentré dans une PME où j'étais le huitième employé. Et quand je suis parti en 2018, il y avait 30-35 personnes dans la boîte. Puis je suis parti en sabbatique et après j'ai rejoint d'abord une très grosse boîte et puis cofondé Penbox, toujours dans la vente. Parfait, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, voilà, est-ce que tu peux déjà premièrement nous dire qu'est-ce que le lead recycling et pourquoi est-ce que c'est important, Ouais. ce concept-là est important dans le processus de vente? Alors, je sais pas en fait si le terme lead recycling existe, est un terme officiel. Mais donc, il y a effectivement deux choses. Il y a la partie prospection à froid et comment réutiliser des leads qu'on a déjà essayé de contacter, qui nous ont jamais répondu et qui nous ont répondu. Et puis, il y a toute la partie nurturing. Qu'est-ce qu'on fait en fait des leads avec qui on a eu peut-être déjà un rendez-vous et chez qui ça n'a rien donné et avec qui on, on attend en fait tout simplement de pouvoir retourner en contact. Euh, la raison pour laquelle c'est important, c'est tout simplement, on a un marché total adressable en général quand on est dans une structure et ça se traduit comment? Ça se traduit la plupart du temps par des listes sur lesquelles on travaille pour trouver des contacts. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir retourner de manière systématique et idéalement de manière quasi mécanique chez des prospects qu'on les ait déjà rencontrés ou jamais rencontrés, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir maximiser en fait ces ventes, tout simplement. Et pour prendre un cas concret, vu que tu parlais de Penbox Toto, comment est-ce que ce processus-là a été mis en place? Alors, quand j'étais chez Penbox, ce qu'on avait fait, c'était donc Penbox visait dans un premier temps le marché du courtage. Le marché du courtage, ce qui était la partie facile, je vais dire, c'est que les courtiers ont un numéro d'agrément et donc on peut en fait facilement faire une liste et trouver tous les courtiers de Belgique. Ensuite, sur base de ça, il faut enrichir ces listes et on les contactait par téléphone pour avoir des rendez-vous. Et donc le fait comment de contacter quelqu'un par appel à froid et d'avoir un rendez-vous, ça va être un taux de transformation. Et ce qu'on essayait de faire, c'était de suivre ce taux de transformation qui tantôt va augmenter, puis tantôt va descendre, parce que ça dépend toujours un peu du contexte. La manière dont on travaille, euh, c'est on démarre en haut de la liste et puis on appelle et on va jusqu'au bout de la liste. Et puis quand on a fini la liste, il y a des gens qu'on a rencontrés et puis il y a probablement encore 60% des gens euh, avec qui on n'a pas eu de rendez-vous parce que soit on les a jamais eu en ligne, soit ils nous ont dit que c'était pas le bon moment, ils nous ont dit de rappeler plus tard, on n'a jamais réussi à les revoir. Il y a toujours plein de raisons pour lesquelles un lead va dire non. Et donc typiquement, chez Penbox, on avait un marché qui était, Penbox avait un marché qui était très fermé, très cadenassé sur la partie courtage. Et donc, ici, concrètement, euh, toi, tu étais le head of sales, on va dire, de l'entreprise, tu étais en charge des ventes. Est-ce que tu as rencontré des défis ou des obstacles pour mettre ces stratégies en place? Est-ce qu'il y a eu une réflexion Mhm. derrière? Comment est-ce que cette réflexion s'est mise en pratique et si tu as rencontré des obstacles pour mettre ça en Ouais. place? Le plus grand obstacle, en fait, c'est de garder, c'est d'avoir en fait une database la plus propre possible. On met un CRM et quand on appelle, il faut s'assurer que les commerciaux,
et ça c'est valable pour toute entreprise, mettre à jour le système pour connaître peut-être les raisons pour lesquelles la personne n'a pas voulu de rendez-vous, les raisons pour lesquelles elle a accepté un rendez-vous. Donc il faut enrichir le système. Et l'autre obstacle, souvent, je vais dire, c'est le temps et c'est la créativité. Pourquoi? Parce que la manière dont on fait des appels à froid aujourd'hui, dans 6 mois, ce sera pas la même. Ce sera pas la même parce que euh, notre entreprise aura changé, l'entreprise du prospect aura changé, elle aura évolué, et puis ce que je vais dire, l'écosystème, que ce soit économique, politique et autres, aura changé. Il y a de la dérégulation dans certains domaines, il se passe toujours plein de choses, et donc euh, nous, enfin ou moi en tout cas, ce que j'essaye de suivre, c'est euh, avec une vue haute les taux de transformation. Dans un monde parfait, il faut que ces taux de transformation aillent toujours à la hausse. Hein. Si on peut faire un appel à froid, un rendez-vous, c'est un peu le Graal. Mais la réalité, c'est qu'en fait, une fois qu'on a un pitch de vente, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, on voit qu'il va commencer en fait à descendre parce que il est peut-être plus à jour. Et donc, il faut euh, retourner un peu discuter avec les prospects, avec les clients, essayer de voir tiens, mais comment est-ce qu'on peut euh, ajuster ce pitch pour le réaméliorer. Et de là aussi également peut-être aller rechercher des gens qu'on a contactés par le passé qui avaient dit non et voir comment on peut justement retourner chez eux aussi. Et donc ici, tantôt, tu parlais de CRM. On parle beaucoup aujourd'hui de l'analyse de données, de l'importance de la segmentation, des fois de l'hyper segmentation des clients, des ICP, des personas. Selon toi, quel rôle jouent ces deux composantes, que ce soit l'analyse de données et la segmentation pour avoir une stratégie de lead nurturing qui soit la plus efficace possible? Alors elle est importante. Au plus on a de données, au plus on peut être relevant par rapport à la personne qu'on adresse, parce que quelles que soient les industries, quels que soient les métiers auxquels on s'adresse, euh, si on arrive à identifier une problématique très particulière pour un ICP, c'est très facile de dire bonjour monsieur A, je travaille avec telle et telle société chez qui j'ai pu délivrer ça, ça et ça. Est-ce que vous avez le même type de problématique dans votre organisation? Et ça va être beaucoup plus facile de faire mouche. Après, c'est toujours un équilibre entre les efforts que ça demande d'aller enrichir les données et de faire de la segmentation. Euh, pour une PME, c'est des fois très dur. Hein. Enfin, à chaque fois qu'on rajoute un axe de segmentation, il faut l'enrichir sur sur un maximum de lignes. Et donc, si on a une base de 10 000 prospects, il faut essayer de le faire. Il y a des outils pour automatiser. Euh, et puis de nouveau, je crois que le plus gros challenge euh, dans les ICP, des fois, c'est aussi au niveau du contact qu'on va avoir par téléphone. Parce que la personne peut dire, ah ben non, par téléphone, quelqu'un va dire, ben non, désolé, on est dans un exercice budgétaire, tout est bloqué pour le moment, donc ça sert à rien qu'on se voit. Une autre personne va dire, ben moi, je suis occupé de terminer un projet. Donc tout ça, il faut documenter. Et puis après, essayer de comprendre ce que ça veut dire derrière pour réattaquer de la meilleure manière. Ça reste de l'humain. Et donc, c'est important de segmenter. C'est important de bien prendre les notes ou en tout cas prendre ce qui est important. Tu parlais d'outils, il y a des outils comme Gong qui font un peu cette promesse de dire que sur base d'un call, ils vont aller mettre à jour automatiquement les champs. Je sais pas si ça fonctionne, j'espère que ça marche bien. En tout cas, dans la démo, ça fonctionnait bien. Euh, et donc, je crois vraiment que chaque entreprise doit trouver l'équilibre entre l'effort à mettre pour enrichir des données versus est-ce que j'ai assez de données pour me permettre, comme je le disais, d'avoir des taux de transformation euh, qui sont ceux que je veux. Pourquoi? Parce que dans la vente, euh, on peut traduire en fait le, le succès d'une activité commerciale par le nombre de ventes qui sont faites, mais l'indicateur direct qui fait qu'on va arriver à avoir un certain volume de ventes, c'est d'avoir des rendez-vous. Et donc,
il faut toujours se poser la question, est-ce que les efforts que je mets dans ma qualité de données, dans ma segmentation, va me permettre d'avoir le nombre de rendez-vous dont j'ai besoin. Et à partir du moment où on a les bases suffisantes pour avoir le nombre de rendez-vous qu'on veut, c'est plus important d'avoir des rendez-vous, de discuter avec le client et d'avancer que de continuer à aller enrichir, 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 enrichir. En tout cas, quand on est dans des structures avec des ressources limitées. On est d'accord qu'il y a des boîtes où c'est pas, c'est moins problématique. Et ici, sur la partie lead nurturing, on laisse généralement l'équipe commerciale gérer cette partie-là. Donc, il y a la partie sales qui va vraiment prendre les appels, etc., essayer de booker les rendez-vous. La partie nurturing, pour les personnes qui ne répondent pas, est généralement donnée pour la partie marketing. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, déjà, premièrement? Et comment est-ce que tu verrais, toi, l'équipe marketing et l'équipe sales travailler ensemble pour arriver à avoir des résultats intéressants pour le nurturing Mhm. des leads. Euh, alors effectivement, là-dedans, enfin dans ce que tu expliques, il y a autant de religions qu'il y a de sociétés. Il y a effectivement des boîtes où même la partie BDR, donc les gens qui font du cold calling pour la prise de rendez-vous, dépendent de marketing. Dans d'autres, c'est pas le cas. Est-ce que marketing dépend de sales, de produits? Enfin, il y a plein de religions différentes. Mais pour répondre à ta question, je crois que le plus important, c'est effectivement euh, de savoir quel est l'objectif de prise de rendez-vous. Parce que comme je l'ai dit, c'est le nombre de rendez-vous avec des nouveaux leads qui va à un moment donner un output commercial et, et de communiquer le plus possible. Pourquoi? Parce que les équipes commerciales, elles ont de l'information que le marketing n'a pas, et le marketing a des informations que les équipes commerciales n'ont pas. En tout cas, quand on est dans un modèle de hunting. Donc, c'est vraiment important de pouvoir retrouver des équipes où les vendeurs discutent avec les marketeurs et peuvent dire, OK, mais en ce moment, en fait, j'ai telle raison pour lesquelles j'arrive pas à booker de meeting. Quand j'ai des rendez-vous également, les raisons pour lesquelles un rendez-vous n'aboutit pas sur une opportunité ou ne va pas plus loin, les raisons pour lesquelles on ne close pas des opportunités, ce sont tous des éléments qui doivent être transmis à marketing, parce que marketing, eux, sont normalement capables en fait d'aller trouver les bons arguments, parce que marketing est aussi, je vais dire, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce qu'ils dépendent de produits ou pas? Mais quand marketing dépend de produits, ils sont censés connaître toutes les customer stories et savoir dans toutes les value propositions en détail et puis se dire, OK, là, il y a une nouvelle problématique, ben, on va aller faire quelques interviews clients et essayer d'aller dépatouiller ça pour redonner des arguments. Et de l'autre côté, de nouveau, et ça, c'était dans l'expérience chez Penbox. Sur l'assurance, c'est une communauté qui fait énormément d'événements et qui se rencontre très souvent. Et donc, c'est quelque chose d'important aussi, c'est que les vendeurs peuvent aller dire, ben voilà, il y a tel événement, il y a tel événement, il y a ça qui se passe actuellement avec au niveau de la régulation. Et marketing, du coup, ben, peut prendre ces informations pour se dire, OK, comment est-ce que je vais actionner ça, utiliser des points de passage futurs pour recréer du contact et du lead. Donc, la collaboration efficace entre les deux, ça passe par la communication parce que chacun a une pièce différente du puzzle. Une toute dernière question pour cette première partie. En termes de KPI, je pense que tu as à plusieurs reprises donné des pistes de réponse par rapport à cette question-là. En termes de KPI aujourd'hui, euh, on a la partie, plutôt, quels sont les KPI que toi que tu regardes pour dire, voilà, ici, nous, on a une bonne stratégie de lead nurturing, donc on arrive à récupérer un maximum de leads versus ça ne fonctionne pas, il faut essayer euh, de changer, peut-être au-delà du taux de rendez-vous qui est pris. Est-ce qu'il y a d'autres KPI que tu regardes ou pas? Ben, alors, ce qui est intéressant quand on est sur un marché, je veux dire, fini, c'est de regarder comme KPI le taux de pénétration dans le marché. Donc, combien j'ai de clients adressables potentiels et combien j'ai de clients réels. Parce que ça donne une idée du chemin qu'on peut parcourir. Alors après, il y a évidemment les taux de conversion opportunité vers client et puis les taux de rendez-vous vers opportunité et le taux de transformation appel à froid euh, vers
vers le rendez-vous. Tous ces éléments-là, ils sont effectivement importants à regarder, euh, mais dans la partie vraiment, euh, dans la partie lead recycling, comme tu dis, ou en tout cas réutiliser des autres contacts, euh, c'est effectivement intéressant dans une certaine mesure de voir bah, tiens, combien de premiers rendez-vous de discovery ont été faits, parce que des fois il y a des prospects, c'est les spécialistes pour tous les 3 mois demander un petit update, et puis en fait il se passe jamais rien, et à chaque fois on fait une discovery en temps 1. Ça reste plutôt de l'analyse case by case. Moi je crois que c'est important d'avoir des KPI high level qui savent un peu où on en est sur les différents taux de transformation, parce que c'est ça qui va permettre de faire des projections. Euh, et puis la partie la plus importante, c'est, je dirais, quand on travaille de cette manière, ben, il y a une chose qui est importante, c'est être résilient et systématiquement retourner dans les listes de personnes qu'on n'a jamais réussi à avoir en ligne, parce que si on a une liste même de plusieurs milliers de contacts, c'est impossible d'avoir tout le monde au bout, et donc il faut systématiquement y retourner, discuter avec marketing et en interne pour voir comment on peut améliorer les messages. Euh, et puis c'est toujours une balance entre quelle est la taille de mon pipe, quel effort de prospection je dois faire. Merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. Ici, on va passer à la deuxième partie de l'émission où je vais te poser des questions assez courtes. Je vais commencer par la première. Dans ta carrière, quel a été le meilleur conseil sales que tu as donné? De toujours se mettre dans la tête de mon prospect ou de mon client. Et le pire? Et le pire conseil? De mettre de la pression pour qu'il signe. Et l'outil indispensable pour un sales, selon toi? Ben, un CRM, très clairement. Euh, le hack qui a changé le game pour toi? Euh, Demander à quelqu'un, enfin à un prospect, pourquoi il veut pas signer. Enfin, ce qui l'empêche de signer. Et ta plus grosse erreur? Ma plus grosse erreur, c'était, alors c'est une histoire un peu plus longue, mais donc c'était il y a déjà un paquet d'années, mais c'était un vendredi à 16 h. Je suis chez un prospect, on négocie. Tout est bon. Et donc, il me dit, OK, écoute, je l'imprime et je signe maintenant, ou je te l'envoie par email ce week-end. Et donc, moi, j'étais en mode un peu cool. C'est le CFO. Je me dis, OK, pas de problème. Je lui dis, écoute, un email ce week-end, c'est très bien. Je me dis, bah, il y a pas de risque, c'est bon. Et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'il y avait une sorte de comité de direction le soir, et c'était une structure familiale. Et le CEO et les actionnaires annoncent qu'on gèle toutes les dépenses. Ah, Et donc le lundi, j'avais pas de contrat. Et d'ailleurs, ça m'a mis plusieurs jours avant de l'avoir en ligne, parce que j'étais en panique totale évidemment. Donc j'ai envoyé des emails, j'essayais d'appeler, qu'est-ce qui se passe. Puis il me dit, ah, enfin, il était bien embêté, mais voilà, jamais eu de contrat. Donc maintenant, c'est quand la personne me dit qu'elle est prête à signer, j'attendrai bien 5-10 minutes qu'il l'imprime et qu'il signe. ben voilà. Euh, pourquoi devenir sales? Pour ceux qui nous entendent et qui voudraient se lancer dans ce métier. Ah, pourquoi devenir sales? Euh, je sais pas s'il faut le devenir. Moi, je suis tombé dans la vente par hasard. C'est quelque chose qui m'a plu parce qu'il y a vraiment un côté challengeant par rapport à l'atteinte d'objectifs, et un côté social aussi, où justement il faut des fois faire des gros stretches empathiques pour comprendre le client. Et, euh, et je crois justement que ces deux éléments, le fait d'aller chercher des objectifs parfois ambitieux, ça met une certaine pression, et rester un peu la tête cool down et se mettre toujours à la hauteur de son prospect, je crois que c'est pas fait pour tout le monde. Je- euh, Ce que tu détestes pardon, le plus en vente. euh, la Death Valley de l'attente entre une démo et un feedback ou ce genre de choses. Il y a cette partie qu'on appelle la Death Valley qui est euh,
qui est criminel, hein. Je crois que tous les Ouais. sales connaissent ce moment où on envoie une offre et le client avait dit qu'il répondrait dans les 2 jours et une semaine plus tard, on n'a toujours pas de feedback, on n'arrive pas à le joindre. C'est vraiment les moments les plus durs. Un livre, un podcast ou une vidéo qui a changé ta vision de voir le sales ou qui t'a beaucoup aidé. Je ne sais pas s'il a changé ma vision de voir la vente, mais le livre, ce serait le petit traité de la manipulation à l'usage des honnêtes gens, qui m'a permis de voir que selon ce qu'on demande aux personnes autour de soi, en face de soi, ben, ça va en fait changer leur comportement. Et trois personnes que je dois absolument inviter. Alors, tu peux inviter, à mon avis, Arnaud Delforge de chez Easy, André Lejeune, qui avait fondé Celigent il y a une vingtaine d'années, et, euh, et Nicolas Christidis de Bivopper. Merci beaucoup. En tout cas, je te remercie, Benoît, pour ton temps, pour tes précieux conseils. Euh, et je te dis à très bientôt alors. Bah, avec plaisir, Abdallah. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Salut, salut.